Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de radio et télévision Manara. Merci de nous être fidèles. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau d'éminents chercheurs avec qui nous allons évoquer une découverte majeure que Toumaï. L'histoire de cette découverte avait placé le Tchad sous les projecteurs de l'actualité en 2021 quand la nouvelle fut publiée. Cette découverte a suscité enthousiasme chez certains, réserve chez d'autres, voire contestation chez une partie. Chacun y est allé de son argumentaire, ce qui est tout à fait normal, voire indispensable pour la crédibilité de la découverte. Aujourd'hui, les choses semblent se stabiliser, mais pour autant, les recherches ne se sont pas arrêtées. Peut-être d'autres découvertes viendraient remettre en cause le statut de Toumaï qui reste pour l'heure l'ancêtre de l'humanité. C'est la loi du progrès scientifique et particulièrement des découvertes qui est comparable aux records dans le domaine du sport qui sont battus d'année en année. Donc pour en parler, j'ai trois invités avec moi sur ce plateau. Professeur Makaya Santaiso, ancien ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre, merci d'être là. Merci, bonsoir. C'est à nous de vous remercier, de nous donner l'occasion de parler une fois encore de Toumaï. À ma droite, le professeur Djanran Mana. Vous êtes directeur de l'enseignement supérieur public, par ailleurs chercheur au Centre national de recherche pour le développement. Merci une fois encore d'être avec nous. Et j'ai M. Andossa Lucus. Vous êtes responsable de la formation doctorale en géosciences. Vous également, vous êtes de la partie, vous êtes de cette équipe. Avec vous, nous allons essayer donc d'évoquer cette importante découverte et donc pour éclairer la lanterne et voir quelles sont les perspectives des recherches ici au Tchad. Alors, une fois encore, bienvenue. Donc, 23 ans après cette découverte paléontologique, rien n'est venu encore remettre en cause l'antériorité de cette découverte. Dans un tel contexte, comment se sent-on? Je m'adresse au professeur Makaya Santaiso. Merci. Nous voulons d'abord, je voudrais au nom de mes collègues, au nom de toute l'équipe paléontologique, remercier Manara de nous donner l'opportunité de parler à l'occasion de ce 23e anniversaire de la découverte de Toumaï, de cet ancêtre commun qui aujourd'hui fait parler du Tchad au-delà de nos frontières. Eh bien, les recherches, comme vous l'avez évoqué dans votre introduction, continuent toujours. Il ne se passe pas une année sans que l'équipe ne puisse descendre sur le terrain. C'est d'abord faire des prospections et puis éventuellement, lorsqu'on a des fossiles dans un endroit pas encore ou nouvellement découvert, on met en place une équipe de fouilles et on repasse régulièrement dans les anciens sites, puisque vous savez que le vent, d'une année à l'autre, continue, le vent souffle tous les ans et il fait découvrir de nouveaux affleurements. Et donc nous repassons dans les anciens sites pour voir pour trouver toujours de nouvelles choses. Et donc la découverte, les fouilles continuent et la recherche aussi, les publications aussi. Et Toumaï n'a pas fini par tout livrer. Et donc nous avons dernièrement publié des postes crâniens, des os de membres qui nous ont permis de confirmer davantage sa bipédie, ça veut dire sa stature debout. Vous avez parlé aussi des contestations. Je voudrais ici rappeler que dans le milieu de la paléontologie, les contestations sont légion, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez aussi dit, comme une compétition en football. Chacun essaie de jouer son voix-tout pour être le meilleur. Et donc, 23 ans, nous avons tenu la tête, nous continuons à la tenir. Et ça montre clairement que cette découverte-là est une découverte importante, puisqu'elle a tenu la route pendant longtemps. Dans l'histoire de la recherche, rarement on a mis autant de temps avant d'être détrôné. Donc c'est quand même un privilège et une fierté d'avoir tenu la route aussi longtemps sans être bousculé. Mais nous continuons à essayer de chercher plus vieux, plus solide, pour essayer de maintenir cette position-là. Vous êtes certainement au sein de l'équipe le plus politique. Alors, comment cette découverte a-t-elle été accueillie par les autorités tchadiennes?
Eh bien, cette découverte a été très bien accueillie. Le maréchal, paix à son âme, a toujours soutenu cette recherche à un très haut niveau. Donc c'est ça qui nous a permis d'ailleurs de persévérer et de continuer à obtenir de bons résultats. Il nous a soutenus moralement et matériellement, financièrement. Et donc je peux dire que du point de vue politique, nous avons été suffisamment soutenus. Voilà, et donc pour ça, nous ne pouvons pas nous plaindre. Et nous souhaitons que cela continue pour nous permettre davantage de faire du bon travail sur le terrain. Professeur Djanran Mana, il y avait quand même des polémiques sur la bipédie ou encore le trou occipital à l'arrière du crâne, etc. En clair, pour nous qui ne sommes pas du domaine, à quoi cela renvoie-t-il? Vous savez que, merci de m'avoir donné la parole. Et je voudrais d'abord très rapidement me présenter pour permettre que ceux qui nous écoutent comprennent ma position actuelle autour de la table. D'abord, je suis géographe environnementaliste et spécialiste en télédétection et système d'information géographique. Et lorsque mes collègues faisaient la découverte aussi importante qui a pu détrôner tout ce qu'on a pu découvrir dans ce domaine, je n'étais pas encore de la partie. C'était juste pour vous rappeler que ce sont ces deux collègues plus les autres collègues qui sont des paléontologues et qui font le plus souvent le terrain dans ce domaine-là. Et en parlant de la bipédie, ça renvoie à la stature debout. Ça veut dire que ce sont des humains. C'était déjà des hommes. C'était des personnes, en fait, qu'on pouvait les qualifier comme nous. Ça veut dire qu'en fait, dans cet environnement, il existait déjà la présence humaine, aussi plus vieille que ce que les gens ont pu observer ailleurs. C'est ça en quoi cela renvoie à la bipédie. Et je crois que les deux collègues spécialistes dans le domaine pourront vous en dire davantage. Alors, si je peux renchérir sur l'environnement, et ce n'est pas pour rien qu'on a pu retrouver cette stature, cette personne-là, ce genre d'individu dans cet environnement. La présence avec le changement climatique, ça fait que l'homme évolue en fonction de son environnement. Et donc, le plus vieux ancien homme devait retrouver tous ces éléments pour pouvoir survivre dans cet environnement-là. C'est pourquoi vous verrez que à chaque fois qu'il repart sur le terrain, il trouve toujours un élément important qui montre que l'homme vivait déjà là, dans cet environnement qui était propice pour sa survie. Oui, qu'est-ce qui oriente un chercheur dans ce domaine, particulièrement dans une zone donnée et pas dans d'autres? Y a-t-il quelque chose qui pousse à vous orienter? Qu'est-ce qui vous a amené particulièrement, ou bien qui a amené l'équipe particulièrement à cet endroit du Tchad? Bien évidemment, le chercheur est comme toute personne dans son domaine, il a des indices bien définis qui lui permettent de s'orienter sans pouvoir perdre de l'énergie. Et les paléontologues s'orientent vers des sites propices. Et les sites propices, ça veut dire qu'en fait, en utilisant les images télédétectées, on peut réussir déjà à capitaliser toute l'information autour d'un environnement possible. Et donc, les sites ont été déjà préalablement identifiés en fonction des principes qui guident tout chercheur en fonction également de sa spécialité. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont partis. D'abord, par rapport à la position du site, et ils étaient déjà presque convaincus qu'à cet endroit-là, alors ils pouvaient avoir des éléments, pouvaient étayer un peu la recherche, l'hypothèse qu'ils avaient déjà posée avant. Je vais m'adresser à Lucas Andossa. Une question simple. Qu'est-ce qui a décidé de l'appellation des Toumaï et quelle est la signification des Toumaï? Merci, comme l'ont dit mes collègues,
d'avoir nous donné l'occasion de pouvoir nous exprimer sur le plan scientifique, surtout en ce qui concerne Toumaï. Généralement, nous les scientifiques, quand on a des fossiles, on a des noms qui sont un peu compliqués. Dans le cadre de Toumaï, le nom scientifique c'est Sahelanthropus tchadensis. Alors quand vous allez demander à celui qui n'est pas spécialiste de prononcer ce nom, c'est un peu compliqué. Donc pour cela, nous avons une tradition en sciences de trouver un nom plus facile qui soit facilement prononcé par les non-spécialistes parce qu'ils ont aussi envie de comprendre les résultats scientifiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu chercher un nom plus facile à prononcer. Mais en réalité, ce nom nous a été proposé par le président Feu Maréchal. C'était lors de notre visite, il nous a reçus en audience à la présidence de la République. Et on était là-bas dans le cadre de lui présenter le crâne et effectivement, lui dire que pour le moment, on n'a pas les données scientifiques, mais nous allons faire des études scientifiques, étudier les caractères, mais en ce moment, on est quand même convaincu avec les caractères, les premiers caractères que nous voyons, que ça pourrait avoir un impact important. Et pour cela, à l'époque, le professeur Brunet qui nous dirigeait, lui a sollicité, lui a laissé la primeur de nous donner un nom. Et c'est à cette occasion-là, il nous a proposé le nom de Toumaï. Donc, vous allez le trouver partout dans l'explication. C'est que ça a été traduit simplement, c'est l'espoir de vie. Et pour nous, ça cadrait très très bien avec ce que nous faisons, parce que pour découvrir un fossile, c'est déjà beaucoup de travail là-dessus. Et pour qu'un os puisse se conserver pour devenir un fossile, c'est aussi, ça traverse beaucoup de conditions. Donc ça cadre parfaitement avec ce que nous faisons. Rappelez-nous un peu, ça date d'environ combien d'années, combien de millions d'années? Toumaï date de 7 millions d'années, comme l'ont dit tout à l'heure mes collègues. Jusqu'à là, c'est le plus ancien hominidé connu à ce jour, donc 7 millions d'années. Oui, quand on a été d'une équipe qui a fait une découverte aussi importante, ça ne donne pas la grosse tête, on se prend pour un héros. Comment vous vous sentez? Pas du tout. La preuve, c'est qu'on est ici avec vous pour en parler simplement. Nous, ce que nous voulons, c'est parler de cela de façon scientifique devant nos collègues, les mêmes spécialistes que nous, et aussi faire découvrir ces résultats-là à l'ensemble de la population, qu'ils soient scientifiques ou pas. C'est ça notre fierté, de pouvoir essayer de partager cette connaissance-là avec l'ensemble de la communauté. C'est le même sentiment que vous avez? Bien, la grosse tête, je crois que je voudrais profiter de votre question pour excuser notre collègue Aounta qui aurait pu être avec nous ce soir, mais qui a eu un empêchement de dernière minute, il s'est excusé. S'il avait été là, pour avoir été lui qui est le premier à ramasser le fossile, on lui aurait peut-être posé cette question. Mais pour l'ensemble de l'équipe, c'est une fierté, c'est clair. Mais toute proportion gardée, on essaie de rester la tête lucide. Parce que une découverte scientifique comme celle-là, met du temps pour prendre de la hauteur. Lorsque vous le découvrez tout de suite, vous savez que c'est une découverte importante, mais de là à imaginer toutes la montée de la chose, le développement de la chose, c'est pas évident. Il a fallu que toutes ces recherches se fassent. Il a fallu des milliers de kilomètres d'avion pour que le professeur Brunet, qui est le responsable de l'équipe,
et effectué beaucoup de missions à l'étranger pour comparer, parce que c'est beaucoup de travail de comparaison, beaucoup de travail scientifique, beaucoup d'images scanners, tout ça pour dire ce que Toumaï est aujourd'hui. Donc d'emblée, lorsqu'on a découvert ça, on ne peut pas imaginer que ça peut aller jusqu'à ce niveau. Mais aujourd'hui, avec le temps et les responsabilités, nous pensons que nous sommes constamment appelés par le défi qui est le nôtre de maintenir cette position-là. On n'a pas le temps encore de jubiler, mais nous pensons qu'il va falloir se battre pour maintenir cette position-là. C'est plutôt ça qui est le sentiment qui nous anime en tant que chercheurs. Parce que nous sommes en train de scruter toutes les revues qui sortent, qui paraissent, pour voir si quelque chose ne vient pas détrôner ce que nous avons. Ça vous met aussi une pression, hein? Absolument. Et donc nous travaillons constamment pour essayer d'être les meilleurs. C'est comme vous l'avez dit, hein, c'est vraiment comme une équipe de football en compétition. Elle cherche toujours à être la meilleure, elle cherche toujours à maintenir sa position. Et donc il faut s'entraîner assez régulièrement, chercher des éléments nouveaux, chercher des compétences nouvelles pour pouvoir maintenir cette position-là. C'est ça le sentiment qui nous anime plutôt. Comment réagissez-vous quand d'aucuns pensent que le Tchad n'a pas assez communiqué autour de cette découverte Toumaï? Qu'est-ce qui a manqué? Les moyens, la volonté ou de l'imagination? Bien, vous savez qu'au Tchad, en Afrique en général, la paléontologie semble être une nouvelle chose. Elle n'est pas suffisamment enseignée, elle n'est pas suffisamment connue, quand bien même tous les hominidés anciens ont été découverts dans ce continent. Lorsqu'on parle de Lucie, c'est en Afrique, en Éthiopie que cela a été fait. Lorsqu'on parle du premier Australopithèque, Australopithecus africanus, qui a été découvert en Afrique du Sud, c'est en Afrique. Puis aujourd'hui de Toumaï, puis d'autres, aussi anciens. Et donc, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le continent où on a trouvé aujourd'hui les plus vieux hominidés, mais c'est en Afrique qu'on les connaît moins bien. Donc le problème de communication n'est pas peut-être propre au Tchad, c'est propre à l'ensemble de l'Afrique. Nous communiquons mal, ou nous communiquons peut-être pas assez. Et donc, ou moins bien que d'autres pays. Moins bien peut-être que d'autres pays, mais nous avons, en marge d'une réunion en 2012 à l'UNESCO, nous avons convenu que nous devons introduire la question de la paléontologie et surtout la découverte de Toumaï dans l'histoire générale de l'Afrique. C'est une revue de l'UNESCO qui est très connue et qui traite de tous les problèmes et de toute l'histoire d'ailleurs contemporaine et ancienne. Et il était convenu que l'UNESCO puisse organiser cela. Les équipes avaient été mises en place, mais je crois qu'il a manqué un peu de suivi et nous attendons toujours la réaction de l'UNESCO pour pouvoir concrétiser ce vœu. Nous permettra d'avoir un document de vulgarisation et donc introduire ça dans les programmes scolaires au niveau de nos écoles. Voilà, donc c'est un vœu que nous attendons, dont nous attendons la réalisation. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, dans le cadre de la communication, c'est vrai que ce n'est pas peut-être trop visible, mais je pense qu'à notre niveau, on fait quand même certaines choses. Par exemple, au niveau du CNRD, nous recevons chaque année les élèves du collège, des lycées et même certains étudiants qui sont intéressés et qui viennent là pour visiter les collections qui sont au niveau du Centre national de la recherche pour le développement, c'est-à-dire le CNRD. Et en marge de ça, nous avons également eu à organiser quand même des expositions itinérantes. C'est vrai, on n'a pas pu couvrir toutes les provinces, mais on a fait quand même certaines provinces pour lesquelles on a eu à faire des expositions, à parler des différentes techniques, de fouilles, tout ça on a fait. Et au jour d'aujourd'hui, cette exposition a été réactualisée et maintenant au musée
national du Tchad, donc que les gens peuvent aller visiter. Et pensez-vous pas que la communication aurait pu drainer des gens de l'extérieur vers le Tchad, rien que pour venir découvrir Oui, absolument. Normalement, ça devait être fait de cette manière. Mais comme nous, on vous l'a dit, nous sommes beaucoup plus scientifiques et nous sommes plus concentrés sur la recherche, nous sommes plus concentrés pour maintenir ce que venait de dire mon collègue, c'est-à-dire essayer de garder cette position-là. Et une fois qu'on a ces résultats-là qui sont mis à la disposition, nous pensons qu'il y a des ministères qui sont chargés de faire cette valorisation-là. Bien sûr, ils peuvent le faire avec notre appui, mais de ce côté-là, on n'a pas beaucoup senti ça. Donc si ces ministères-là ils pouvaient prendre le relais, je pense que nous, on pourrait être à leur côté pour pouvoir faire ce travail de valorisation. Le professeur Djangran semble vouloir ajouter quelque chose. Oui, vous savez, quand on parle de la communication, tout de suite, ça interpelle quand même les ministères. Et vous savez que nous sommes un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche. Aujourd'hui, on nous a ajouté la formation professionnelle. Et je ne voudrais pas aller très loin, mais en faisant simplement une analogie avec ce que nous vivons au jour le jour. Un papa, quand il va au champ, il apporte le miel à la maison. C'est madame avec les enfants qui se charge de les transformer. Et le collègue a su bien le dire, que lorsque le chercheur, son activité principale, c'est d'aller chercher. Et lorsqu'il a trouvé, il le publie. Une fois qu'il a publié, la communication, c'est-à-dire tout ce qui est autour de vulgarisation de l'information, ce n'est plus l'affaire du chercheur. Ce sont des spécialistes du domaine de la communication qui doivent se saisir de cette affaire-là. Or, au Tchad, ce n'est pas le cas. Le chercheur n'a pas le temps pour rester là en train... Ceux qui sont en train de faire la vulgarisation, en principe, ce n'est pas à eux de le faire. On devait avoir des spécialistes du domaine de la communication. Parce qu'on n'est pas outillé pour faire de la communication. En le faisant, peut-être que nous allons le faire très mal. Et donc, en principe, c'est le ministère de la communication qui devait se saisir. Je vous assure que si c'était peut-être ailleurs, notre aéroport serait bondé des avions qui vont atterrir tous les jours. Des touristes, des chercheurs pour venir revisiter. Et ce n'est pas tard. Je crois que ça peut véritablement interpeller qui de droit pour pouvoir se mettre du côté et à côté, n'est-ce pas, du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes là, certainement nous n'avons pratiquement pas assez de moyens pour pouvoir permettre que tous fassent ce que nous voulons. Mais ils le font quand même, ils font de la recherche. Chaque année, nous avons beaucoup d'articles qui paraissent dans des revues indexées. Et nous avons également des chercheurs qui sont promus à des grades supérieurs grâce à ce travail de terrain. Et donc le terrain est là. Et le terrain, le résultat de terrain, ce sont des articles, ce sont les trouvailles, comme celui-là, d'une si très grande envergure. Donc, nous disons simplement que c'est vrai, on fait très peu, mais c'est parce que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas de notre ressort. Nous ne connaissons pas bien le faire. Mais on souhaiterait que le ministère de la Communication se mette à notre côté pour nous aider à promouvoir toutes les recherches qui sont déjà là. Je vous assure, ce sont des milliers de trouvailles qui existent dans la base de données du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci. Votre collègue, professeur Makaya Santaiso, était au gouvernement, peut-être en voyant qu'il n'y avait pas assez de communication autour de cette découverte. Il aurait pu saisir son collègue entre eux au bureau pour dire, monsieur le ministre, cette histoire, il n'y a pas tellement de communication. Vous avez essayé, monsieur le ministre? Non, je vous dire que j'ai essayé, serait vous mentir. En réalité, ce que disent les collègues,
il ne s'agit pas que du ministère de la Communication. Moi, je crois que quand on parle communication, c'est y compris vous. On vous retourne la balle. La communication, je crois que là, en arrivant ce soir, on a vu que ça tourne en boucle, là, un documentaire sur Toumaï. C'est de ça que nous aurions souhaité avoir. Si, vu que vous êtes déjà sur satellite, vu que si on a ces images-là qui tournent en boucle, qui sont vues par l'ensemble de la planète, cela susciterait peut-être l'intérêt et on aurait plus de gens qui viendraient pour ça. Le tourisme scientifique a commencé, mais il est timide. Nous avons des collègues chercheurs qui connaissent ce qui est fait ici, qui viennent voir les fossiles, qui viennent travailler avec nous, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que lorsqu'on compare ce qu'on a ici avec ce qui se passe en Éthiopie, à Addis Abeba, où celui-ci a été découverte, je crois qu'on n'est pas encore là. Donc il va falloir, à mon avis, je crois, mettre les bouchées doubles et que chacun s'implique selon sa spécialité, et la communication, je crois, appelée. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Donc nous vous sollicitons aussi de nous accompagner. C'est ce que nous tentons de faire déjà. Voilà, et d'organiser ce genre de table ronde pour essayer d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, la télé est un outil indispensable pour la communication. Tout le monde regarde la télé. Et donc, si vous multipliez les émissions autour de ça, cela susciterait beaucoup d'intérêt. C'est vrai que nous avons, pour le peu que nous avons fait, même au niveau national, les gens n'y vont pas en masse. Le musée a été ouvert depuis quelques années. L'exposition Toumaï est permanente depuis plus d'1 an. Mais lorsqu'on va là-bas, on consulte le carnet de visites, ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. Nous recevons des groupes scolaires, mais on ne reçoit pas le grand public. Peut-être que la sensibilisation ou la communication n'a pas suffisamment fait son effet. Nous sollicitons de vous, communicateurs, journalistes de télévision et radio, de faire vraiment plus pour nous aider à attirer cette masse de population vers ce qui nous intéresse tous, ce qui nous unit tous, parce qu'il y a une question d'identité nationale aussi. Hein. Aujourd'hui, Toumaï est une fierté. Lorsque dans le discours politique, les gens parlent de Toumaï, ancêtre de l'humanité, ça fait chaud au cœur. Donc moi, je crois que nous devons beaucoup développer, beaucoup communiquer autour de ça. Et nous renvoyons la balle pour nous aider à réussir cette mission-là. On le fera, c'est un engagement. Alors, quels ont été, en termes de récompenses, si ce n'est pas gênant, si ce n'est pas indiscret, pour l'équipe qui a fait cette importante découverte? Eh bien, il y a eu des récompenses ont été faites, entre autres, je crois, des décorations, que malheureusement, Lycius et moi qui étions à l'époque encore en train de terminer nos études en France, étions les seuls à ne pas avoir eu, mais les autres collègues ont pu bénéficier de cela. Pour le reste, moi je crois que le professeur Jangrang le disait tantôt, notre récompense, elle est dans notre travail scientifique. Aujourd'hui, nous sommes l'un et l'autre maître de conférence. Ça veut dire qu'à la base, il y a eu une récompense que nous nous sommes fournis nous-mêmes en travaillant sur ces découvertes-là. Aujourd'hui, nous sommes à un pas d'arriver au summum le dernier palier, de l'inscription. Et donc, cela est dû à notre travail autour de Toumaï. Et donc, c'est pour nous gratifiant. Mais du côté de la République, on aurait souhaité aussi avoir nos médailles, parce qu'on n'a pas eu ça, malheureusement. Et donc, je crois que c'est entendu. Hein. Merci. Mais il faut quand même qu'ils soient des généraux. Hein. Ce sont des généraux qui sont là. Oui. Alors, effectivement, je voulais compléter un peu Makai pour ce qui est de parcours universitaire. Il faut reconnaître que on est comme 4 docteurs. Et tous les 4 docteurs sont maîtres de conférence. Donc c'est vraiment le fruit de ce travail-là qui fait qu'on a pu bien progresser.
On espère que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. On espère qu'on va, on va essayer d'évoluer. Vous étiez dans l'équipe, peut-être coachée, en quelque sorte, si je peux me permettre l'expression, par le professeur Michel Brunet. Aujourd'hui, quel lien, quel rapport avez-vous avec ce monsieur? Un rapport scientifique des travaux, bien entendu. Le professeur Brunet est le directeur de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. Pour vous dire que la paléontologie, les premiers restes d'hominidés ou même les restes fossiles avaient été découverts dans les années 60. Et comme toute recherche importante, les premières découvertes sont faites tout à fait par hasard. C'était les puisatiers d'époque qui faisaient des puits pastoraux, qui sillonnaient la région de Korotoro, qui ont découvert les premiers fossiles qu'ils avaient envoyés à l'époque au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Le feu professeur Yves Coppens avait eu la primeur de ces fossiles qu'il avait étudiés, qu'il a publié. Et parmi ces fossiles, il y avait Tchadanthropus uxoris qui était le premier hominidé trouvé dans cet endroit-là. Et donc, ayant pris connaissance de ça, le professeur Brunet est venu au Tchad en 1995. Et en 1994 et en 1995, il a mené la première mission qui a permis la découverte d'Abel, premier hominidé, 3,5 millions d'années. Puis, 2 années après, c'était Toumaï. Donc, c'est pour vous dire que Brunet était un peu à la base du redémarrage des recherches paléontologiques au Tchad, et il a été toujours présent dans tout ce qui a été fait. Nous avons été l'un et l'autre ses étudiants jusqu'en doctorat, et nous gardons de très bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Il est assez âgé. D'un certain âge, oui. Il est pas loin il est presque à la retraite, mais il est au Collège de France. Collège de France. Donc, vous savez que lorsqu'on est professeur émérite, on ne va pas vite à la retraite. En France, on peut aller jusqu'à 80, plus de 80 ans. On le reste presque toute la vie chercheur. Il a continué, malgré son âge, à venir sur le terrain. Sa dernière mission remonte à 2020. Il était avec nous sur le terrain, malgré son âge. Et là, même aujourd'hui, je vous dis que si vous prévoyez une mission, il est prêt à venir pour partir, quand bien même son institution veut le préserver et l'empêche de temps en temps de lui accorder un ordre de mission pour venir aller sur le terrain. Mais il est toujours motivé. Il est toujours motivé et nous gardons de très bons rapports. Nous échangeons suffisamment. Et du point de vue scientifique aussi, nous échangeons, nous continuons à travailler. Nous avons mis une sorte de veille pour regarder tout ce qui est publié autour des hominidés. Et dès qu'il y a quelque chose, nous échangeons activement par rapport à cela. Oui. Pour aborder dans le même sens, sur le plan scientifique, nous avons toujours gardé des très bonnes relations. Et nous collaborons scientifiquement avec les collègues de Poitiers, qui sont d'ailleurs nos collègues, qui sont tous passés sous la direction de Brunet. Et, comme preuve, actuellement, on a une de nos collègues, la directrice générale adjointe du CNRD, qui n'est pas là, mais qui est à Poitiers dans le cadre de cette coopération-là, pour la gestion globale des fossiles, puisqu'elle s'occupe de l'aspect gestion globale, pour vous dire que pour le moment, tous les fossiles que nous découvrons, on a une base de données pour le suivi. On sait quel est les fossiles qui a été étudié, tel autre qui n'a pas donc été étudié. Et avec Brunet, en ce moment, il a mis en place une autre, disons, coopération de recherche avec les collègues de la DRGM au Cameroun, et nous sommes intimement associés à cette collaboration-là.
Donc l'année dernière, on était à Tchang, on a fait une mission avec nos collègues camerounais. Brunet était là également. Donc, pour vous dire que nous avons des très très bonnes relations sur le plan scientifique et également sur le plan humain, on a aussi des très 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 bonnes relations. Ouais, parlant de cette coopération, j'ai oublié d'en parler. La question au niveau local, au niveau du Tchad, est plus ou moins réglée. Aujourd'hui, Toumaï, nous l'avons dit à l'entame de nos propos, que ça fait 23 ans qu'il garde la vedette. Nous avons d'autres questions scientifiques qui est posée au niveau régional. Au niveau régional, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Cameroun fait partie un peu de l'Afrique tropicale, sur une de ses parties. Et donc, il se pose la question des ancêtres des hominidés et l'ancêtre commun entre les hominidés et les singes, entre les humains et les singes. Cette problématique a été posée et aujourd'hui, à travers le monde, personne n'a encore répondu à cette question. On connaît l'ancêtre des humains, mais on ne connaît pas l'ancêtre des singes. C'est une problématique aussi importante, c'est pourquoi Brunet avait pensé que le Cameroun serait une destination importante pour répondre à cette question. Et donc, les équipes, les chercheurs du Tchad, du Cameroun et de la France ont mis en place une convention pour essayer de répondre aussi à cette question, qui est une autre question, mais complémentaire à celle qui est faite ici. Et c'est comme ça que la première mission a été organisée l'année dernière, la prochaine va être organisée cette année, ainsi de suite. Donc nous essayons de répondre aussi à cette question qui est aussi importante et qui permettra de renforcer vraiment notre position comme étant le berceau de l'humanité. Voilà ce qui est fait en ce moment. Professeur Diangra. Je voudrais ajouter simplement par rapport à la question qui a été posée de la collaboration, qu'aujourd'hui, la recherche ne se fait jamais en autarcie. C'est toujours en collaboration. Vous ne pouvez jamais vous targuer le droit de dire « je veux aller sur le terrain seul ». Et ça n'a pas d'importance. Il faut collaborer. Il faut mutualiser les compétences. Quand vous allez sur le terrain, il se peut que ce que vous voyez ne vous intéresse pas, mais ça a intéressé l'autre. Et c'est parce que ça a intéressé l'autre qu'à la fin, lorsqu'il va commencer par démontrer son importance, vous allez vous retrouver aussi là-dedans. Et c'est ça la recherche aujourd'hui. Brunet reste le maître. Un maître reste toujours un maître. Tant qu'il est encore en vie, ils auront besoin de ses expériences, de sa compétence. Même si on est professeur, on a souvent en Afrique dit que le vieillard, il voit plus loin que le jeune qui arrive, même s'il est vieux. Et donc, c'est ça un peu l'histoire de la collaboration scientifique. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des réseautages qui se font. C'est pour pouvoir mutualiser les moyens, les forces, les intelligences, les compétences, pour pouvoir aller plus loin dans la recherche. Voilà ce que je voudrais simplement ajouter en parlant donc de la collaboration. Vous avez parlé des moyens lors d'une de vos interventions tout à l'heure sur une des questions. Est-ce que le CNRD a les moyens de ses ambitions en matière de recherche? Le gouvernement fait quand même assez pour vous permettre de faire ce que vous vouliez faire, vous avez programmé faire en matière de recherche? Les moyens, personne ne dit qu'il y en a assez et qu'il n'en a pas du tout. Le minimum? Si les collègues vont de temps en temps sur le terrain et y reviennent, c'est parce qu'il y a le minimum. Mais je souhaiterais qu'il y ait encore davantage. Et c'est un peu avec l'apport des collègues venant de l'extérieur que le CNRD organise également ses recherches à l'extérieur, sur le terrain. Et partout d'ailleurs, ça se passe ainsi. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de moyens. Et si vous regardez un peu le parking
on ne peut pas aller sur le terrain comme ça à Doudan. Vous ne pouvez pas aller à Korotoro aujourd'hui sans un moyen de déplacement. Vous avez besoin des 4x4 robustes. Voilà. Et donc, ces véhicules sont devenus trop vieux que pour aller sur le terrain, il faut aller prêter, il faut aller louer. Et donc, c'est vrai, il y en a quelques-uns, mais qui ne sont pas aussi suffisants pour permettre que tous les chercheurs, il n'y a pas que la paléontologie, il y a d'autres services aussi qui sont là, qui font de la recherche. Si je vous prends un exemple, la télédétection, ce sont des images, certes, mais il faut aller vérifier sur le terrain qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez pour pouvoir confirmer. Sinon, vous risquerez de pointer un endroit sec à la place d'un endroit complètement humide ou bien qui a de l'eau. Et donc, c'est ça la recherche en fait. C'est vrai, CNRD est une institution de l'État, dépend des subventions du ministère de l'Enseignement supérieur, donc de l'État. Mais comme toutes les structures de l'enseignement supérieur, il faut reconnaître que nous avons peu de moyens. On en aura vraiment besoin qu'on nous en ajoute un peu. Voilà ce que je voudrais simplement ajouter. Professeur, vous êtes dans une posture particulière. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, vous avez d'un côté été aussi de l'autre côté chercheur. Biface, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif. Au moment où vous étiez aux affaires, aviez-vous de façon particulière essayé de choyer cette structure en termes des moyens? Parce que très souvent, quand on vient d'une structure et qu'on est en responsabilité, souvent, on a beaucoup plus d'attention portée sur la structure d'où l'on vient. Eh bien, je suis un peu gêné de parler de cette période où j'étais ministre, puisque vous savez que je ne dirais pas un proverbe un peu familier sur le plateau de la télé, mais on dit souvent que on ne peut offrir que ce qu'on a à notre disposition. Au niveau du Tchad, il faut reconnaître que la recherche constitue un peu le parent pauvre au niveau de la répartition budgétaire et qu'il faille revoir cela pour financer sérieusement la recherche. Je vous dirais que quand j'étais aux affaires, c'est à ce moment que nous avons transformé le CNRD, qui était à l'époque CNAR, dans sa forme actuelle. Tout à fait. C'était dans un objectif de fédérer la recherche et d'essayer de demander plus de moyens à ce niveau-là. Puisqu'en mettant les chercheurs ensemble, on a plus de chances d'obtenir plus de moyens. Ça n'a pas encore suivi, mais on ne doit pas perdre espoir. Je crois que dans le programme politique du chef de l'État, décliné lors de la campagne, il est clairement dit que l'éducation doit être doit être privilégiée. Et donc nous espérons que la recherche aura un peu plus de moyens pour permettre donc de pouvoir mener à bien les travaux de terrain. Parce qu'en réalité, lorsqu'on mène une mission de terrain dans une zone aussi aride que le désert du Tchad, il faut des moyens de locomotion qui soient fiables, pas seulement qui existent, mais qui soient fiables, parce que notre vie en dépend. Lorsque vous partez avec des véhicules qui ont un état approximatif, c'est pas sûr que vous rentriez. Et nous ne faisons pas la recherche pour nous sacrifier nos vies. Il faudrait que l'État peut-être puisse mettre plus de moyens à ce niveau-là. Il n'y a pas que la paléontologie, il y a d'autres recherches. Moi, je crois que nous avons beaucoup de choses à faire au niveau de la recherche. La recherche et le développement suppose ce que ça suppose, ça veut dire ce que ça veut dire. Il va falloir donner beaucoup de moyens et attendre les chercheurs au résultat. Oui, vous avez quand même, je dirais, la chance d'avoir
un de vos collègues qui est ministre de l'Enseignement supérieur, qui connaît bien la situation. Nous avons eu la chance d'avoir toujours à la tête du département de l'enseignement supérieur oui, depuis quelques années. Un enseignant ou un chercheur. Oui. Et donc cela est un atout. Mais c'est pour vous dire qu'un ministre n'a pas souvent tous les moyens de sa politique. Il essaye aussi de... Parce qu'il est question de partager à tous les départements ministériels. Vous avez ce que vous voulez, vous pouvez faire des requêtes, mais on vous donne que ce qui est possible. Mais nous souhaitons qu'au niveau de la haute hiérarchie, cela soit entendu et qu'on puisse donner beaucoup plus de moyens à la recherche en général, pas seulement à la paléontologie, à la recherche en général, et qu'on attende les résultats. Oui, voilà, on peut espérer que si les chercheurs du Tchad ne sont pas moins bons que les autres chercheurs, mais simplement c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens parfois de faire leurs recherches. Oui, j'ai autour de moi des chercheurs et je pose cette question comme ça. Quelles sont les perspectives des recherches au Tchad? Les perspectives, pour un chercheur, ça s'inscrit naturellement dans ses activités. Et vous savez que la recherche se nourrit de la recherche. Ce que vous avez trouvé hier peut être remis en cause demain. Et vous-même, vous pouvez remettre en cause ce que vous avez trouvé hier. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle la recherche. Les perspectives de la recherche s'inscrivent dans ce domaine-là. J'aurais peut-être souhaité dire que, comme a dit M. le ministre, comment on va faire? Avec quels moyens? Avons-nous vraiment les moyens financiers? Mais si c'est les moyens humains, nous avons des chercheurs qui sont là. Ceux que vous voyez en face de vous, il y en a bien d'autres qui sont là. Il y en a qui se sont même inscrits hier. Hein? Chaque année, on en ajoute un peu plus. Donc, nous ne sommes pas déjà à la traîne comme ce qu'on pensait avant. On est en train, enfin le Tchad est en train de s'inscrire tout doucement vers la primauté. Mais ce sont les moyens qui en manquent. Alors, si jamais nous avons des moyens, vous verrez que toutes les contrées du Tchad vont être fouinées et il y aura véritablement de belles découvertes. Et le CNRD s'inscrit dans ce domaine-là, Centre national de recherche pour le développement. On fait la recherche aujourd'hui, c'est pour développer le pays. On ne fait plus de la recherche. Alors, en quittant peut-être ici, c'est pour dire que le gouvernement que je représente fera peut-être un effort, mais il va falloir que la plus haute hiérarchie mette à notre disposition les moyens nécessaires pour permettre d'insuffler les mouvements, les va-et-vient. Un chercheur n'est pas celui-là qui doit être à la maison. Il doit être toujours en mouvement. Le bureau, moi je me rappelle quand j'étais à Bangui, et on avait de la visite des chercheurs français qui passaient au labo. La première question qu'ils nous ont posée, combien de temps êtes-vous ici au labo? Il y en a qui se sont hasardés pour dire, non, tous les jours on est ici, mais on ne fait pas de la recherche en étant simplement sur place. On fait de la recherche en allant sur le terrain, en collectant des informations, en allant chercher et on revient au labo pour pouvoir analyser et mettre maintenant à la consommation des autres. Donc, ce qui semble peut-être être un frein, ce sont les moyens. Si nous avons les moyens, il y a de la recherche. Perspective, il y en a toujours. Un chercheur qui n'a pas de perspective, ce n'est pas un chercheur. Voilà ce que je peux penser, croire par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Avec tout ce beau monde-là que vous voyez, ils ont toujours des perspectives de recherche. Là, ils vont avec objectif d'aller fouiner un peu ici et là. Merci. Professeur Likis, vous avez la même vision, le même raisonnement? Oui, tout à fait, hein, parce que chez nous, il faut se dire que effectivement les collègues l'ont soulevé. Pour le Tchad, il faut qu'on se le dise, les chercheurs n'ont pas suffisamment de moyens pour faire une recherche de qualité.
Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il a été dans les affaires. Le budget qui est mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur sert beaucoup plus au fonctionnement des institutions. On n'a pas très peu de moyens pour faire de la recherche. C'est le fonctionnement des institutions. Alors que pour faire de la recherche, aujourd'hui, on a besoin des laboratoires de qualité. Nous, aujourd'hui, pour faire une analyse dans le domaine de la géologie, on est obligé d'envoyer les échantillons ailleurs. Et quand vous envoyez les échantillons ailleurs, les laboratoires vous donnent vos résultats en fonction de leur disponibilité. Non, là, quand c'est la période où leurs étudiants sont en train de faire les analyses pour les mémoires de master, ils vous disent vous attendez les vacances. Et donc, quand vous attendez les vacances avant d'avoir vos résultats, peut-être qu'il y a un qui est en train de faire le même travail, il aura déjà publié ses résultats et les résultats que vous avez reçus deviennent obsolètes parce que vous ne pouvez plus les publier. Puisque quelqu'un l'a déjà publié. Et ce que vous allez publier, ça ne sera plus d'actualité. Donc ça veut dire que vous aurez perdu de l'argent et vous avez perdu du temps et sans pouvoir publier vos résultats. Donc du coup, comme les autres collègues l'ont dit, on va appeler les plus hautes autorités à penser un peu à la recherche en mettant un peu de moyens à la disposition, surtout en créant des pôles de recherche. Parce que il faut pas que tout le monde fasse la même chose, mais on peut créer des pôles de recherche. Hein, comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant c'est de mutualiser les efforts. Donc s'il y a un pôle biologie ici à N'Djamena, le pôle agriculture peut être par exemple à Sarr, et ceux qui font l'agriculture vont se déverser à Sarr pour faire les analyses. Si on doit créer partout, on ne pourra pas. Donc ça, c'est les perspectives que les plus hautes autorités peuvent voir en créant de pôles de recherche dans les zones où c'est indiqué, où c'est ciblé. On va laisser le professeur Makaya Santaiso. Merci. Moi, je crois que tout a été dit. La recherche tchadienne a du beau jour devant elle, mais à la seule condition qu'elle soit mieux financée. Moi, je crois qu'il y a eu un premier pas important qui avait été fait avec la création du CNRD. Maintenant, si les moyens sont mis en place, la mutualisation des chercheurs au sein de cette institution permettra vraiment à notre pays de faire un grand bond dans le domaine de la recherche. Nous avons beaucoup de recherches qui sont faites dans les laboratoires, mais un peu dispersées, pas suffisamment médiatisées, je dis. Nous avons un collègue qui, il n'y a pas longtemps, a découvert un remède contre le diabète à partir des plantes locales, donc professeur Saoudi. Mais malheureusement, cette découverte-là est restée un peu dans le silence, puisqu'on n'en parle pas beaucoup. Des chercheurs comme ça, il y en a beaucoup dans nos institutions, mais il va falloir quand même qu'on puisse les accompagner, les aider et surtout communiquer aussi autour de cela pour que cela soit connu de tout le monde. Aujourd'hui, lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux ou même sur Internet, vous avez un tel chercheur qui a découvert ci, un tel chercheur qui a découvert ça. C'est pas que ça n'existe pas au Tchad. Nous avons aussi nos chercheurs qui font beaucoup d'efforts. Je pense que en accordant plus de moyens à la recherche tchadienne, nous surprendrons le monde. Nous surprendrons le monde et je ne vous dis pas ça juste pour vous flatter ou flatter mes collègues qui sont autour de la table, mais je suis confiant à ce que nos chercheurs font sur le terrain. Donnons-leur les moyens et on pourra aller. Concernant la paléontologie, le collègue Jean-Rand disait tout à l'heure que la recherche nourrit la recherche. Je voudrais dire à l'entame de mes propos que nous continuons toujours à nous battre pour essayer de garder cette position qui est aujourd'hui, qui fait des jaloux autour de nous, parce que être le berceau de l'humanité, tout le monde n'est pas content que ce soit le Tchad.
mais nous continuons à la maintenir, c'est parce que nous continuons à faire cette recherche. Les perspectives vont aller dans ce sens-là. Nous continuerons toujours à garder le flambeau haut. Aujourd'hui, nous travaillons sur un site qui, du point de vue de nos recherches, fait à peu près 10 millions d'années. Donc si nous trouvons de l'hominidé là, ça veut dire qu'on passera de 7 à 10 millions d'années. Donc ces recherches continuent à se faire. Je voudrais, pour terminer, si vous permettez, vous dire que la recherche paléontologique, lorsqu'elle se fait, il y a des méthodes qui se font sur le terrain. Vous avez les premiers fossiles que vous collectez, vous datez. Vous passez à un autre site, vous datez. Donc depuis 95, 16, 17, nous avons déjà, pratiquement tout le site avait été déjà prédaté. Donc lorsque Toumaï a été découvert en 2021, nous savions déjà que l'âge de ce secteur-là était 7 millions d'années. Nous le savions. Au niveau de notre équipe, nous savions que c'était 7 millions d'années. Donc c'est comme ça qu'on a envoyé l'équipe aller dans ce secteur-là, chercher là. Parce que du côté de Abel, là où on a découvert Abel, les missions se sont faites beaucoup plus rares parce que nous avons dit, bon, 3,5 millions, c'est encore petit, allons chercher plus loin. Donc on est allé sur ce site de 7 millions d'années et on a concentré nos recherches à cet endroit-là en sachant que si on trouvait de l'hominidé là, ce serait le plus ancien. C'est comme ça que lorsque l'équipe qui était allée sur le terrain avait trouvé Toumaï, eh bien, on était déjà au niveau de notre équipe de recherche, nous savions déjà quel âge ça avait. Maintenant, c'est de savoir, le travail qui restait à faire, c'est de confirmer qu'il s'agit bien d'un hominidé comparable ou différent de ce qui existe. C'était ça qui nous restait à faire. Et donc, c'est ça qui a consisté en ces travaux que le professeur Brunet a menés par la suite pour permettre de... Et donc, c'est comme ça que je voudrais quand même vous préciser ça pour que ça soit compris comment les gens font sur le terrain. Parce que la question souvent qu'on nous pose, c'est comment datez-vous le terrain? Comment vous êtes allé là? Pourquoi vous êtes allé là? Est-ce que vous saviez déjà? On savait déjà parce qu'on avait la faune associée qui avait été découverte. Voilà donc la méthode de travail que je voulais quand même que tous vos téléspectateurs comprennent et qu'ils sachent un peu comment les gens travaillent sur le terrain. Vous avez parlé de 10 millions. 10 millions. On cherche à 10 millions maintenant. Oui, votre objectif, oui. La perspective, c'est 10 millions. Voilà. Raison de plus pour que les décideurs nous apportent plus de moyens. Oui, pour que vous puissiez faire cette découverte. Voilà. C'est tout notre souhait. Hein. En ce moment, les recherches sont beaucoup concentrées vers cette zone-là. Cette année, les collègues étaient partis un peu là-bas, mais ils n'ont pas pu accéder là-bas. Mais on espère que l'année prochaine, on pourra, ou bien vers la fin de l'année, on pourra faire cette mission-là, et puis pour voir ce qui est là-bas. Professeur Diaga. Merci d'abord à la télé, qui fait déjà de la communication. Voilà, qui fait déjà de la communication. Et c'est déjà un grand merci. Et la deuxième chose que je voudrais aussi ajouter, c'est de sensibiliser bien évidemment mes confrères chercheurs à faire de ce site leur lieu peut-être de travail, que plus de 90% de leur temps soit de ce côté, sur le terrain. Peut-être j'ajouterai au gouvernement, c'est vrai, il n'y a pas assez de moyens, mais les peu de moyens qui sont disposés soient judicieusement utilisés dans ce domaine-là pour permettre que, avec peu de moyens, le plus souvent, les trouvailles, les belles trouvailles, c'est lorsqu'on a peu de moyens. Hein. Quand vous allez dans une famille où les gens mangent peut-être 5-10 fois dans la journée, ils deviennent ce que vous le saviez déjà. Improductifs. Et je crains qu'en mettant trop de moyens, ils vont passer tout leur temps en train de dormir, ils n'iront pas fouiner. Bon, je ne le dis pas comme ça, mais c'est pour simplement dire que c'est vrai, les efforts sont en train d'être que les moyens soient raisonnables. Que les moyens soient raisonnables, qu'on mette quand même des moyens raisonnables à la disposition de tous les chercheurs. Hein.
Et pas seulement l'équipe de la paléontologie, hein, nous avons d'autres équipes également qui vont sur le terrain. Oui. Tout à l'heure, il vous a parlé de POF, qui a fait une très belle découverte. La maladie, la diabète, qui use beaucoup de gens, beaucoup de Tchadiens. Et on aurait souhaité qu'il soit là également, qu'il dise comment il a fait, comment il a pu découvrir, qu'est-ce qu'il en fait maintenant de cette recherche, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire. Je pense que déjà là, le gouvernement va être saisi de cette affaire qui est déjà plus importante. D'ailleurs, diabète n'est pas une petite maladie. Universellement, c'est connu que diabète est une maladie incurable. Absolument. Alors, si aujourd'hui nous sommes les tout premiers, toujours les tout premiers, à avoir les résultats palpables d'une telle recherche, c'est déjà un plus. Et je crois que les plus hautes autorités, comme d'habitude, essaieront de faire avec les peu de moyens ce qu'il faut pour que la recherche soit toujours menée. En tout cas, je voudrais profiter pour vous dire aussi merci. Merci à Manara TV de nous avoir donné cette occasion d'échanger et surtout de faire un plaidoyer pour la recherche de manière générale. Parce que les chercheurs, on dit un chercheur, des chercheurs qui cherchent, on trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on cherche. Nos chercheurs trouvent. Ça, moi, je suis convaincu parce que ça fait quand même que je fais partie d'eux et puis je vois bien ce qui se fait dans les laboratoires. Beaucoup de chercheurs font beaucoup d'efforts. Et dans plein de domaines, nous devons refaire pratiquement toute notre histoire. Nous devons l'écrire. En réalité, elle est écrite, mais elle est mal écrite. Je prends un cas que je connais bien, la géologie. Aujourd'hui, la géologie du Tchad a besoin d'être réécrite. Mais comment elle peut être réécrite? Il faut que les chercheurs aillent sur le terrain et produisent. Et c'est là il faut mettre des moyens. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on a besoin, par exemple, même d'explorer une zone, aujourd'hui, certains pays limitrophes ou nos proches voisins ont trouvé des minéraux chez eux. Ce n'est pas qu'il n'en existe pas au Tchad, mais c'est que notre géologie, malheureusement, n'a pas été écrite par nous. Elle a été écrite peut-être par des gens qui ne voulaient pas qu'on sache que cela existe. Donc il est temps que nous donnions les moyens à nos géologues aussi pour qu'ils puissent revoir tout cela, réviser tout cela pour nous permettre de connaître ce que nous disposons réellement dans notre sous-sol. Et voilà, donc c'est un pan simplement de la chose, mais dans tous les domaines, cela reste valable. Je vous remercie. Relève l'avenir d'un pays, d'une nation, et pour ce qui nous concerne à Manara, l'espace vous est dédié. Merci. Vous pourriez venir tant que vous voulez. Merci. Donc, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous, d'éclairer nos téléspectateurs sur cette question assez importante pour la vie de l'humanité. Merci à vous. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cet entretien, cette table ronde. Je rappelle que j'ai reçu autour de ce plateau le professeur Makaye Hassan Taïso, le professeur Djan Ramana, et j'ai reçu également le professeur Lucas Andossa et l'équipe qui a travaillé pour la découverte des Toumaï. Il n'y a pas que, mais on ne pouvait pas avoir tout le monde autour de cette table. Donc merci, revenez quand vous voulez. Merci. Merci.